Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre entrevue de la série Histoire de vie. Et je le rappelle, Histoire de vie, histoire au pluriel et de vie au pluriel également. Vous allez comprendre pourquoi en cours de route. Et comme on a d'autres entrevues qui sont probablement déjà en ondes, le principe a déjà été expliqué. Ici, Sylvain Dionne, ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui, mais surtout d'accueillir notre invitée, Madame Nathalie Morissette. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait vraiment plaisir. Nathalie, qu'on a déjà rencontrée, évidemment, dans le contexte de d'autres capsules, sur l'hypnothérapie, sur la chaîne Vers-le-mieux-être.tv, voilà, de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Et aujourd'hui, Nathalie, on n'est pas là pour parler d'hypnothérapie. On est là pour parler d'une expérience de vie, de vos histoires de vie, mais d'une histoire plus particulière, si on veut. Dans cette série d'entrevues, on aborde certains contextes où les gens ont été atteints par la maladie, par le cancer, mais également on accueille des personnes qui ont agi comme proches aidantes. Et je crois, selon les discussions, enfin les premiers échanges qu'on a eus, que vous avez agi comme proche aidante. Absolument. Et ça s'est passé dans quel contexte particulièrement? Bien, c'est passé, ça fait déjà 15 ans. En fait, je pourrais même dire que j'ai été proche aidante de ma mère toute sa vie. Toute ma vie, parce que ma mère a toujours souffert d'une maladie mentale. D'accord. Donc, du plus loin que je me souvienne, j'allais voir ma mère à l'hôpital. Je pourrais pas dire que j'étais proche aidante, mais j'étais son soutien émotif, si on peut dire. C'est un peu de l'ordre de la proche aidance aussi. Oui. Puis en fait, j'ai vraiment accompagné ma mère toute mon enfance, à chaque fois qu'elle allait à l'hôpital. Puis même dans le quotidien, quand on habitait ensemble, parce qu'on n'a pas toujours habité ensemble, quand on habitait ensemble, c'était pas toujours, facile pour moi, tu sais, d'agir un peu comme la mère de ma mère, tu sais. Puis, au fil du temps, ma mère est devenue de plus en plus malade, puis éventuellement, elle s'est ramassée, elle allait souvent dans les hôpitaux psychiatriques. Puis, à un moment donné, elle est restée. Elle y est restée à Robert-Scheffer, à Québec. Donc, dans les dernières années de sa vie, je pense quand elle est rentrée pour la dernière fois, là, tu sais, de façon, stable, si je peux dire, là. De façon permanente. De façon permanente, si je cherchais. Elle avait déjà eu une opération pour le cancer du sein. Elle s'était fait enlever la tumeur, puis ça allait bien. Elle est rentrée à l'hôpital psychiatrique, puis dans les dernières années de sa vie, là, le cancer y est revenu. Fait que, tu sais, je veux dire, pendant toutes ces années-là qui étaient à l'hôpital psychiatrique, j'étais proche aidante de toute façon parce que j'allais la voir régulièrement à l'hôpital. Tandis que dans les derniers mois, dans les dernières années de sa vie, j'y allais peut-être encore un petit peu plus souvent. Puis c'est une expérience qui est, éreintante, fatigante. Parce que quand tu fais ça, en fait, quand tu es présent pour quelqu'un qui est en fin de vie, tu es présent pour toutes les frustrations, les colères, la fatigue de cette personne-là, la peur de la mort. Puis tu récoltes tout ça, en fait. En fait, c'est comme ça que je l'ai vécu, moi. Parce que ma mère, elle avait personne à part mon grand-père qui était là. Donc, il y avait juste moi puis mon grand-père qui allait la voir. Des fois, il y avait peut-être de ses sœurs qui y allaient, mais comme je n'étais vraiment pas proche de ces gens-là, je le sais pas, mais d'après moi, s'il y allait, c'était peut-être une fois par année, là, ou peut-être moins que ça, là. Fait que... moi, j'y allais 3-4 fois par semaine, puis je récoltais toute sa tristesse, sa frustration. Puis tu sais, quand... Je sais pas si vous savez de quoi je vais dire, de quoi je vais parler, là. Quand quelqu'un est... est en phase... en tout cas, a une maladie quelconque, puis est proche
de certaines personnes dans sa vie, que cette personne-là sait que ces personnes-là s'en iront jamais. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en tout cas, la personne malade, elle va agir de manière, comment dire, comme elle agirait pas avec les autres, en fait. Elle va tout exprimer sa colère, sa rage, sa frustration. Fait que moi, j'ai récolté tout ça. Parce qu'elle savait que de toute façon, dans tous les cas, j'allais jamais m'en aller. Tu sais, je sais pas si aujourd'hui, avec la maturité que j'ai, je serais pas en mesure de mettre un peu plus mes limites pour pas absorber toute cette tristesse-là, cette colère-là, parce qu'elle était pas fine avec moi, tu sais, pendant tout ce temps-là. Puis moi, je restais là parce que je savais que si je m'en vais, ben, elle va être toute seule. Puis, en tout cas, fait que ça a vraiment été tough, ça a été très dur. Bref. Est-ce que vous avez développé, comment vous avez pu arriver à développer des stratégies pour l'accompagner, pour l'aider au fil du temps? Est-ce que vous avez eu l'occasion de le faire? Parce que vous parliez de maladie mentale, ça aussi, ça a joué, je présume, sur ses intentions, sur ses comportements, sur ses humeurs. Absolument. Sa maladie, son cancer, ou le cancer, plutôt pas son cancer, mais le cancer, a induit autre chose. Mais vous, à travers ça, qu'est-ce que vous avez pu développer comme stratégie pour la soutenir, pour l'aider, puis essayer peut-être de vous protéger là-dedans aussi? Oh, stratégie pour l'aider. Aller la voir, pas la juger, essayer de pas être touché, de pas prendre personnel ses attaques envers moi. Mais ça, c'est quelque chose que j'avais développé depuis longtemps. Là. Quand j'étais petite, elle faisait ça aussi. Quand j'étais toute petite, mais quand j'étais petite, ça m'affectait. Puis avec le temps, ben, je suis devenue plus forte pour accueillir ces commentaires négatifs-là. J'avais quand même ma bulle parce que justement, comme elle était à l'hôpital, je vivais pas avec. Donc, je pouvais m'échapper quand je m'en allais de l'hôpital. Ben, je me mettais à off. OK, je retourne chez moi, c'est ma bulle, je prends soin de moi. Mais pour l'accompagner aussi, ce que j'ai fait, je faisais des choses avec elle qu'elle aimait faire. Comme c'est elle qui m'a transmis sa passion pour la musique. Elle était mélomane, elle m'a transmis ça. Donc, je me suis dit, je vais écouter de la musique avec elle. Ça, c'est vraiment extraordinaire. J'apportais mon Walkman. À l'époque, je ne sais plus. Oui, ça s'appelait comme ça. C'était peut-être un iPod dans ce temps, je ne sais pas. En tout cas, bref. Walkman, il y a 15 ans. On remonte plusieurs années derrière. Non, c'est pas un Walkman, mais bref. J'avais un split, donc je lui demandais qu'est-ce qu'elle voulait écouter. Puis ma mère, ben, comme elle était vraiment mélomane, tu sais, je lui disais, tu veux que je te fasse réécouter les choses que tu aimais? Puis elle voulait pas ça, elle voulait découvrir de la nouvelle musique. Fait que je faisais écouter des choses que je découvrais moi-même, puis je faisais découvrir ça. Fait qu'on l'écoutait ensemble, je mettais le split, on avait chacun notre paire d'écouteurs, puis on passait, des heures à faire ça, tu sais. J'allais la voir, puis on écoutait de la musique, elle était couchée dans son lit, puis tu sais, on n'avait pas besoin toujours de parler ou de, tu sais... ça, c'était vraiment... J'ai vraiment des beaux souvenirs, puis ça me touche de penser à ça, là. Puis j'ai des chansons qui sont, pour moi, synonymes de cette époque-là de ma vie, là, tu sais. Fait que ça, c'est une des choses que je pouvais faire avec elle. Sinon, tu sais, je lui demandais ce qu'elle voulait, tu sais. Puis vers les dernières semaines de sa vie, elle me dit... j'aimerais ça refumer du pot parce que ma mère, elle fumait du pot, tu sais, bon, en tout cas. Puis, j'ai dit, OK. Fait que je suis allée y acheter du pot, puis tu sais, j'ai roulé un joint, tu sais. Je sais pas si... c'est intéressant que je parle de ça, oui. On allait dehors, puis fumer un joint ensemble, tu sais. Puis ça la calmait, puis ça la faisait rire, ça la mettait dans une super belle humeur, tu sais. Tu sais, c'est juste en fait d'être à l'écoute, de ce que la personne a besoin et a envie pour être, revenir elle-même. Qu'est-ce qui la passionne, tu sais? Pas parce que, ta mère est couchée, puis elle est pleine de plaies, puis il reste quelques semaines à vivre,
son essence est encore là, tu sais. Tu sais, tout ce qu'il a... Malgré les couches de la maladie du cancer, puis malgré les couches de la schizophrénie, il reste que le corps, tu sais, le centre de ma mère, ben, était toujours là, puis j'arrivais, tu sais, des fois à aller le chercher pour l'illuminer. Fait que je pense que c'est comme ça que j'ai réussi le mieux, tu sais, à l'aider au fil du temps, tu sais, mais c'était pas évident. Aussi, dans ce temps-là, j'étais pas encore massothérapeute, mais je la massais des fois, puis ma mère, elle avait le cancer du sein, puis où elle s'était fait enlever le sein, elle avait une cicatrice, puis ça s'est commencé à se développer, comme à bloquer les ganglions, tout ça, tu sais, puis elle avait mal au bras. Puis là, je la massais, je massais les épaules, je massais les mains, le bras. Mais au fil du temps, son bras commençait à gonfler parce que ça bloquait ici. Donc, je me rappelle d'une fois, tu sais, je suis revenue, puis quand je parle, là, tu sais, qu'elle était vraiment à me transférer sa rage ou sa colère. Un jour, je suis arrivée, puis son bras était vraiment rendu plus gros, puis elle était plus capable de le bouger. Puis elle mettait ça sur mon dos. C'est parce que tu m'as massé l'autre fois, puis là, t'as aggravé ma situation, puis là, puis tu sais, elle était plus capable de le bouger, puis elle prenait son bras, là, puis tu sais, elle avait une maladie mentale, il faut s'en rappeler. Elle prenait son bras, puis elle lançait, comme si c'était pas son bras. Ça, c'était traumatisant, là. Elle le prenait, puis elle lançait, c'est pas mon bras! Fait que, ouais, c'est le genre d'histoire que j'ai pu vivre, entre autres. Ouais. Comment on passe à travers tout ça? Comment vous avez passé à... Je pense, ouais, ben, j'étais déjà habituée. Tu sais, j'ai vraiment vécu toute mon enfance avec cette mère-là, tu sais, où, bien sûr, j'étais pas toujours avec parce qu'elle était pas tout le temps apte à me garder. Donc, je passais en famille d'accueil, je revenais avec elle, famille d'accueil. Fait que j'avais déjà comme la couenne dure, si on peut dire. Je pense qu'il y a une partie de moi qui a appris beaucoup à se dissocier. Des fois, t'es juste pas là. T'es pas là. Ton corps, il est là, mais t'es pas là parce qu'il faut que tu te dissocies, en fait, des émotions que tu vis qui sont peut-être trop intenses. Je pense qu'il y a beaucoup d'introspection. Tu sais, soit que je suis très résiliente, là, parce que je trouve que je m'en suis bien sortie, là, malgré tout. Mais, ouais, c'est ça, Puis je continue, tu sais, de travailler sur moi, bien sûr. Mais beaucoup d'introspection, d'écriture, tu sais, de prendre tout ce que je vis puis tu sais, de faire du sens avec ça, tu sais. Aujourd'hui, ça fait vraiment beaucoup de sens, tout ça. Mais à l'époque, ouais, c'était difficile. Je pense que j'en parlais beaucoup avec les gens autour de moi. Puis j'ai tout le temps quand même été capable de tu sais, prendre soin de moi, prendre la distance, savoir quand je peux, comment dire, comme par exemple, quand le médecin de ma mère m'a dit qu'elle lui restait juste 6 mois à vivre, ça donnait peut-être, mettons, 6 mois plus tard, ça donnait peut-être quelque part autour de octobre. Puis en décembre, pour le temps des fêtes, j'avais pris un billet d'avion avec une de mes amies pour partir 3 semaines au Costa Rica. Je me suis dit, je vais lâcher prise, tu sais. Elle va être décédée, ça va être triste, mais je vais pouvoir comme m'en aller puis, tu sais, passer à autre chose. Mais finalement, ma mère, elle n'est pas décédée 6 mois plus tard. En décembre, j'avais encore mon billet d'avion, puis il n'était pas décédé. Ben, j'ai décidé d'y aller pareil. Tu sais, ça, c'est un exemple de comment on passe au travers. Ben, c'est que des fois, ben, il faut mettre, tu sais, comme l'analogie, là, tu sais, du masque à oxygène dans l'avion, là. Tu mets ton masque à oxygène avant de le mettre à l'autre, là, qui t'accompagne, qui a besoin de ton aide. Ben, tu le mets en premier, là. Il fallait que je décroche, tu sais. Puis j'ai décidé d'y aller pareil, tu sais, il y a plein de gens, c'est sûr qu'une partie de moi se sentait coupable de partir,
Parce que je savais pas si pendant ces 3 semaines-là, ma mère allait décéder, allait mourir. Mais je l'appelais aux 2-3 jours, tu sais, je prenais de ses nouvelles tout le temps. Fait que ça m'a coûté une fortune d'ailleurs. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone intelligent, tout ça, c'était des téléphones que tu payais avec une carte de crédit, c'était louche, puis finalement, ça coûtait comme 100$ par appel. En tout cas, bref, ça n'avait aucun rapport. Mais je suis revenue, ma mère étant toujours vivante, puis même presque, elle a eu un regain d'énergie quand je suis revenue du Costa Rica. Fait que comment on fait pour prendre soin de soi? Ben, je pense qu'il faut s'écouter, puis prendre la distance, puis dire c'est quand je dois mettre mon masque à oxygène pour... Tu sais, parce que si tu respires pas bien, mais tu peux pas aider l'autre. Tu peux pas être là pour l'autre, puis si t'es complètement éreinté, ben ça sert à rien, c'est ça. Fait que je pense que je réussissais à prendre du temps pour moi. Ouais. En pré-entrevue, quand on a discuté un petit peu de l'entrevue, vous m'avez dit à un moment donné, je pense que ce serait important que j'aille en parler. Je vois ça presque comme... ce serait peut-être même comme une libération. Ouais. En quoi ça pouvait constituer pour vous une libération? Hey, j'ai envie de pleurer. Ben, allez-y. Peut-être en anglais, je sais même pas le mot en français. Acknowledge, tu sais, faire en sorte que, tu sais, de rendre cette expérience-là... Significative. Ouais, c'est ça, tu sais, que... J'étais pas obligée de faire ça, tu sais, puis que, tu sais, dans le fond, toute mon enfance, tu sais, j'ai été là, mais personne m'a donné... Tu sais, c'est pas que je veux recevoir des confettis puis des cadeaux puis de me dire « Ah, wow, t'es bien hâte d'avoir fait ça », mais de dire, tu sais, d'en prendre conscience profondément que c'était important, tu sais, puis que c'était pas banal de faire ça, tu sais. Puis c'est pas parce que je suis sa fille que je suis obligée de faire ça, puis que c'était normal, tu sais. Non, parce que mon frère, que j'adore, lui, il n'a pas été là pour elle, tu sais, je veux dire, je n'en veux pas. J'en ai un petit peu voulu, peut-être, à l'époque, mais je voulais pas lui faire sentir ça, parce que lui, il a une autre histoire. Il y a une autre histoire avec ma mère, puis je peux pas lui en vouloir, mais c'est pas tout le monde qui va faire ça. Tu sais, fait que là, c'est comme en venant en parler ici, c'est un peu comme si je me disais, oui, hey, wow, t'as fait ça, puis t'as pu accompagner ta mère jusqu'au bout, tu l'as pas abandonnée, même si elle t'a abandonnée de multiples fois, mais c'est à cause de sa maladie mentale, mais même à ça, tu sais, elle a été violente envers moi, elle a été... j'aurais pu me dire, hey, je t'abandonne, je l'ai pas fait, puis je suis restée là. J'étais là quand elle est morte. Je lui chantais des chansons, je me rappelle, on avait mis la musique fort, moi puis mon grand-père. Ouais. Puis on chantait, moi puis mon grand-père. Elle est morte pendant qu'on chantait pour elle. J'étais là jusqu'à la fin. Fait que, tu sais, c'est une espèce de... Tu sais, je suis contente d'avoir vécu ça. Puis je suis comme... Je trouve ça important de l'acknowledger. D'en témoigner. D'en parler pour se démontrer, se prouver qu'on l'a assumé ou qu'on l'assume. Développer une forme d'intelligence émotionnelle par rapport à ça. Ah, c'est sûr que j'ai développé ça, mais juste dire... Ben oui, t'as fait ça, puis c'est important. Ouais. Tu sais, c'est pas banal, tu sais, c'est ça. Fait que merci, ça me fait plaisir d'être ici pour parler de ça, puis de faire en sorte que c'est pas ça. Il y a des gens... Puis j'en ai pas parlé beaucoup aux gens autour de moi, fait que voilà. Il y a des gens qui s'interrogent, qui se posent toujours des questions, parce que la proche aidance, on peut voir ça de manière très compliquée. De manière très simple. Ouais. Et ce qu'on ignore souvent, c'est qu'on est toutes et tous proches aidantes ou proches aidants de quelqu'un. Absolument. À différents degrés. Absolument. Je vais pousser un petit peu. Vous êtes, dans le fond, proche aidante dans votre vie professionnelle, d'une certaine manière. Je pense que c'est...
peut-être. Comment on dit ça? C'est... Voyons, c'est quoi le mot que je cherche? C'est une... comment dire? C'est ma plus grande... C'est peut-être ça à quoi j'ai plus de facilité, être là pour les gens, tu sais. Puis il y a une partie de moi qui refusait au départ. C'est pour ça que je suis allée en biologie, mais avant, je voulais aller étudier en psychologie. Je voulais faire ça, mais je me disais, ah non, je vais faire ça pour régler mes bébites. Non, mais c'est vrai, puis il y en a qui le font, puis ils ont tout à fait... C'est noble de faire ça. C'est tout à fait correct. Il n'y a pas de problème, mais moi, je me jugeais ça, tu sais. Je vais aller en biologie, mais... Puis je me disais, je vais aller aider plus grand que l'humain. Mais c'est pas ça, tu sais. Puis je ressens que je suis à ma place. D'être là pour les gens, tu sais, pas... Je veux pas régler leurs problèmes, je veux juste être là, puis je sens que je suis bonne pour faire ça. Et vous avez un rôle à jouer. Vous sentez que vous avez un rôle à jouer et que vous le jouez. Oui. À titre de massothérapeute. Oui. À titre d'hypnothérapeute aussi. Est-ce que je pourrais aller jusqu'à dire que votre expérience de vie avec votre mère a été un élément déclencheur de ces choix-là, de se placer à la proximité de l'humain, de travailler avec l'humain? Pour ne pas dire sur l'humain, finalement, littéralement. Ah ben, c'est sans aucun doute, hein, nos expériences passées, une forge qui nous sommes, tu sais, dans notre futur, bien sûr. C'est sûr que ça vient de là, tu sais. Parce que, tu sais, du plus loin, je pense que le plus vieux souvenir que j'ai, c'est vraiment étrange, j'ai peut-être 2-3 ans. Puis, en tout cas, bon, je raconte pas tous les détails, mais ma mère pleure. Puis moi, j'étais dans mon lit en train de pleurer. J'ai pas eu l'attention de mon père. Finalement, je suis sortie de la bassine. Puis là, j'y vois ma mère, puis je voulais du réconfort. Mais c'est elle qui pleurait. Puis j'étais allée la réconforter. « Pleure pas, maman. Moi, je t'aime. » Fait que ça a commencé. Ça a commencé là. C'est ça, tu sais. C'est moi, j'ai tendance à m'oublier. Ben, j'avais tendance à m'oublier pour les autres. Maintenant, dans mon travail, je m'oublie pas pour les autres. Tu sais, je prends soin de moi. Tu sais, je fais mon horaire. Je mets beaucoup d'espace entre chacun de mes clients pour être sûre d'être tout le temps prête. Je me pousse pas à bout. Puis je suis 100% là pour les gens. Tu sais, mais j'ai ma limite, j'ai ma bulle à moi. Tu sais. Puis moi, je considère vraiment que toutes les expériences qu'on vit, tu sais, même les plus atroces, à un moment donné, si on veut en sortir, il faut voir c'est quoi qu'on a appris de cette expérience-là. Tu sais. On n'est pas toujours prêt à arriver à cette conclusion-là. Puis je comprends les gens qui sont pas prêts, puis je les respecte. Toutefois, moi, maintenant, je vois toutes les expériences de vie que j'ai vécues comme m'ayant servi, pas juste à ma profession, mais à la personne que je suis. Je me sens forte, prête à accueillir n'importe quelle difficulté. C'est sûr que je vais avoir de la peine comme tout le monde, mais je me sens forte, tu sais. Puis je mets ça sur le dos de, oui, tout ce que j'ai vécu, puis les difficultés que j'ai eues avec ma mère, tu sais. Fait que, non, j'ai pas de ressentiment, même si, oui, il y a des larmes qui sont montées tantôt, mais j'ai pas de ressentiment puis de tristesse par rapport à ça. C'est plus comme, même, je suis fière d'avoir vécu ça puis d'en être sortie, tu sais. Indemne, ben, en tout cas, quand même. L'apprentissage le plus significatif que vous avez fait, à partir de tout ça, vous avez parlé d'apprentissage, vous avez dit, on apprend quelque chose, j'ai appris que je suis forte. Mais l'apprentissage le plus fondamental, celui qui vous guide encore aujourd'hui, que vous tirez de cette expérience-là, ce serait quoi? OK. De l'expérience d'avoir accompagné ma mère. Oui, ou des différentes épreuves de votre vie. Quel est l'apprentissage le plus fondamental que vous en avez tiré? Eh Seigneur, je sais pas. Parce qu'il y en a beaucoup. Puis j'ai l'impression que je l'ai déjà dit quand j'ai dit que je pense vraiment que tout ce qu'on vit, réellement, là, tout ce qu'on vit, même les pires atrocités,
c'est des... c'est comme un... Genre, si tu joues à un jeu vidéo, là, Oui. puis là, il faut que tu battes le boss, là, tu sais. Non, c'est peut-être pas une bonne analogie, mais c'est des épreuves, puis c'est comme si on était à l'école. On apprend quelque chose. Si tu arrives à voir les situations en tant qu'étudiant de cette épreuve-là, en fait, si tu trouves ça difficile, cette épreuve-là, c'est parce que tu sais pas encore comment passer au travers. Puis là, je parle pas là, des choses peut-être les plus atroces, mais bon, en général, là, la majorité des épreuves qu'on va vivre ici dans notre société, on peut passer au travers puis apprendre quelque chose de ça, tu sais. C'est tout simple, mais c'est plus facile à dire qu'à vraiment expérimenter. Moi, je vous... comment dire... Et chacun tire l'apprentissage dont il a besoin. Absolument. Et chacun tire l'apprentissage qu'il est capable de tirer aussi, parce qu'il y a une question d'ouverture, il y a une question de disponibilité, je présume. Ah, tout le monde a sa propre évolution, tu sais, puis on peut pas se juger non plus. Puis je pense que, tu sais, c'est pas tout le monde qui va être capable, tu sais, de soutenir peut-être des gens qui vivent un cancer, tu sais, puis il faut pas se juger de ça. Ça se peut qu'il y a des gens qui sont pas en mesure de le faire, puis ça veut pas dire qu'ils sont des méchantes personnes. Puis dans une famille, ça se peut qu'il y en ait qui sont pas capables d'être là. Je pense qu'il faut, tu sais, retirer la critique des gens autour de nous, puis de voir c'est quoi le positif que cette personne-là peut apporter à la situation. Puis s'il n'y en a pas, lâcher prise, c'est sur les... Puis ça, tu sais, on est tout le temps plein d'amertume sur... On a beaucoup d'attentes envers les gens autour de nous. Si, mettons, moi, je suis malade, puis il y a des gens autour de moi qui vont peut-être pouvoir m'aider, il y en a peut-être qu'il n'y en a pas qui pourront m'aider, puis je peux pas avoir de ressentiment pour ça, parce que c'est pas tout le monde, justement, qui est prêt à vivre ces aventures-là, ces apprentissages-là, ou, tu sais... Moi, j'étais prête parce que ça faisait des années que je faisais ça. Tu sais, c'était comme ma vie d'accompagner ma mère. Fait que... Mais j'aurais pu ne pas être en mesure de le faire. Puis j'aurais pas été une moins bonne personne, ou, tu sais... Tout à l'heure, lorsque j'ai abordé l'aspect de la libération, c'est parce que vous venez de parler de jugement. J'ai senti, je dis bien senti, qu'il y avait un élément là, lié justement à votre propre jugement par rapport à vous-même. Est-ce que je me trompe? Je suis pas sûre de comprendre exactement. C'est que le fait d'en parler comme étant une potentielle libération. D'être ici, là, oui, d'en parler. C'est ça. Ouais. Je me suis demandé si ça ne référait pas à un jugement que vous aviez porté envers moi-même? Envers vous-même de cette époque-là, justement, avec votre mère. Je pense pas. Pas vraiment. Tu sais, que mettons que je me sentirais coupable par rapport à... Ouais. Non, c'est plus me sentir que c'est une étape importante. Puis tu sais, les gens, même dans ma famille, les gens sont pas vraiment au courant de ce que j'ai vécu. OK. Tu sais, je me sens un peu, comment dire, pas... comme si je me sentais pas comprise, en fait. OK. Tu sais, de l'impact, puis de l'importance, puis de la difficulté que cette épreuve-là, tu sais, a eu. Puis donc, le fait d'en parler, c'est comme, ah, OK, oui, tu sais, c'est vrai que c'est intense, tu sais. Puis 15 ans plus tard, ça fait, ah ouais, c'est vraiment intense, tu sais. Mais je veux dire, j'ai mis ça, tu sais, très loin derrière. Puis là, je ressors ça. Donc, c'était comme... l'occasion de le verbaliser, là. Oui, puis de le revivre, faire, oui. Hein, t'as passé au travers de ça, c'est hot, tu sais. Quelque part, je suis fière de moi. Non, je n'ai pas de culpabilité du tout. OK. Je me sens... je suis fière de moi. À partir de ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous auriez le goût de dire à des personnes qui sont proches aidantes, justement, parce qu'il n'y a pas un seul contexte. On le disait tout à l'heure, il y a différents contextes de proche aidance. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un
qui intervient en proche aidance pour l'amener peut-être à prendre davantage, à être davantage à son écoute. Ah, à son écoute de lui? Oui, oui, oui. Parce que vous aviez abordé justement cet aspect-là, l'importance de prendre soin de soi. Ah, mais c'est primordial. Je vois, j'ai plein de clients qui viennent me voir pour tout cet aspect-là de prendre soin de soi, tu sais, de lâcher prise. Des gens qui travaillent trop, qui sont pas capables de lâcher prise sur leur... Tout ce qui se disent qu'il faut qu'ils fassent, là. On a tellement d'attentes sur qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, puis comment il faut qu'on soit, puis on a tellement peur de se sentir coupable, de prendre soin de soi. Mais moi, le message puis, que j'ai envie de dire, c'est si tu te sens coupable, c'est un peu mieux que si tu es plein de ressentiments par rapport au choix que tu as fait, puis tu n'es pas content, tu le fais à contre-cœur. OK. Parce que ça, là, des choix qu'on fait à contre-cœur, là, puis sur des années, c'est une pression interne, physiologique. Là. C'est du stress chronique qui ne se voit pas. Puis comme on est habitué de faire ces choses-là, puis de se dire « Ah oui, il faut absolument le faire, puis tout le monde le fait », mais on ne s'écoute pas du tout. Moi, je dis, en fait, c'est un gros apprentissage de se connecter à son corps puis dire de quoi est-ce que j'ai besoin. Au risque de sentir un peu de culpabilité parce qu'on n'est pas à 100% comme on voudrait être pour l'autre personne qui a besoin de nous. Dire non. Je vais prendre un petit peu de temps pour moi. OK, cette semaine, je vais y aller un peu moins souvent ou je vais demander à quelqu'un d'autre d'y aller ou je vais, tu sais, non, j'ai pas à faire tout ça toute seule ou, tu sais. Puis si tu ressens un petit peu de culpabilité, c'est normal, tu sais, mais va prendre un bain, je sais pas, prendre une douche, prendre une semaine où tu te décroches de ça parce que c'est ça. Qu'il faut prendre soin de soi, puis c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Puis cette expérience-là peut vous apprendre à prendre un peu plus soin. Tu sais, ouais, c'est ça. C'est un bon moment pour apprendre ça, parce qu'après, ça va servir tout le reste de la vie. Puis aussi, une autre chose, je l'ai dit tantôt, mais je veux le répéter, c'est important de se rappeler que la personne qui souffre, elle a besoin d'exprimer sa colère. Puis ça va tomber sur toi, parce qu'elle sait que tu ne l'abandonneras jamais. Puis c'est frustrant parce que tu te dis, tabarouette, je suis là, je t'aime, je veux ton bien. Mais cette personne-là, la personne qui souffre, qui a le cancer, elle souffre tellement, puis elle peut pas l'exprimer avec les autres personnes, cette colère-là. C'est juste avec toi qu'elle peut l'exprimer parce que c'est avec toi qu'elle se sent le mieux. Fait qu'on peut vraiment, c'est chiant, là, mais on peut essayer de voir ça comme, OK, ça lui fait du bien, faut que je me détache de ça. Bien ça, j'ai remarqué ça, là, pas juste avec ma mère, avec d'autres mondes, puis... Tu sais, même ça se peut qu'on fasse ça nous-mêmes, dans nos relations. Tu sais, avec notre amoureux, notre amoureuse, là, quand on est fâché, là, puis on file pas, là, des fois, il y a juste cette personne-là qui reçoit notre frustration. Oui, parce qu'on se sent tellement bien avec cette personne-là que c'est là que ça se passe. Bien, de pas le prendre personnel, de faire, OK, cette personne-là, tu sais, elle souffre, puis on va lui donner cet espace-là qu'elle a besoin, sans le prendre personnel. Pas répondre, juste OK, ben oui, tu vis ça, ben oui, c'est plate, ben oui, OK, tu me trouves, tous les noms qu'elle m'a donnés, c'était pas le fun, là. Il y a deux facteurs, je pense, si je reprends ce que vous disiez. De un, c'est effectivement plate à dire, mais on va s'exprimer pleinement et souvent sans filtre
par rapport ou face à des personnes en qui on a confiance. Absolument, c'est ça. Et face à des personnes qu'on aime, surtout si on sait qu'il y reste une part d'amour envers nous. On le sait que la personne, c'est pas parce qu'elle nous aime pas. C'est qu'à quelque part, il y a un trop-plein qui demande à sortir. Bon, c'est sûr que ça peut être pénible. Ça, je vous comprends très bien. Ça peut être très pénible. Mais à quelque part, ça peut être une belle marque de confiance de la part de la personne de vous amener ça à vous. Exact. C'était ça mon message. Fait que merci pour la conclusion, parce que c'est carrément ça. C'est carrément ça. Il faut voir ça comme de la confiance. Parce qu'au début, tu sais, on va se dire, on va juste être agressé par ça. Puis on va même rejeter la personne. Mais c'est pas la bonne approche. Tu sais, il faut vraiment comme... Puis c'est pas évident, mais c'est un apprentissage, tu sais. Puis si les gens qui écoutent ça, tu sais, peuvent se rappeler de ça quand ça va arriver, ou s'ils font « Ah oui, c'est vrai, il fait ça, mon père, quand je vais le voir des fois, tu sais. Ah, OK, je vais le prendre un peu mieux la prochaine fois. » Ben c'est tant mieux, tu sais, ça peut... Ça peut être le cœur de votre message. Ouais. Nathalie Morissette, merci beaucoup de votre témoignage. Ah, ça me fait vraiment plaisir. De votre ouverture et de votre sensibilité. Je suis certain que les gens vont apprécier. Alors, mesdames, messieurs, voilà qui conclut cette autre entrevue de la série Histoire de vie. Vous pourrez revoir, voir ou recommander cette entrevue au moment où vous le souhaiterez, auprès de qui vous le souhaiterez, à partir du moment où elle sera diffusée en ondes. Je vous rappelle que c'est sur la première chaîne, oui. Je me fais tout le temps apprendre. La chaîne vers le mieux-être.tv de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Ici Sylvain Dionne, merci d'avoir été là. À bientôt. Au revoir.